Le journal de 23 h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de cette édition. À Abidjan, le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, était reçu ce mardi par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger, mais aussi les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. En Côte d'Ivoire, le développement de la filière cajou, 4 zones industrielles dédiées à la transformation du cajou seront construites. C'est une première dans le pays et Bondoukou recevra la première zone de production. Elle s'étendra sur 15 hectares. Au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Et selon les résultats provisoires annoncés ce jour, il est réélu avec 88,57% des voix pour un nouveau mandat de 5 ans. Bienvenue dans ce 23 h. Il y a eu grande activité aujourd'hui à la présidence de la République. Le chef de l'État recevait ce jour le président du Niger, Mahamadou Issoufou. L'entretien a porté sur la collaboration entre les deux chefs d'État. Pour Mahamadou Issoufou, qui passera le flambeau le 2 avril prochain à Mohamed Bazoum, il est prévu de renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Et ces relations auront permis d'enregistrer des progrès sur le plan de l'intégration régionale et continentale. Suivant le point de cette rencontre au palais présidentiel ce jour avec Viviane Aïma. Avant de céder la charge de président de la République du Niger le 2 avril prochain à son successeur, le président Mohamed Bazoum, nouvellement élu à l'issue d'élections démocratiques, le président Mahamadou Issoufou a rendu ce mardi 23 mars une visite d'amitié au président Alassane Ouattara. Reçu au palais présidentiel avec les honneurs militaires dus à son rang, le président Mahamadou Issoufou a expliqué le sens de cette dernière visite en tant que chef d'État à son homologue ivoirien. Il a salué la qualité des relations personnelles qui les lient et a mis en avant l'implication dont a fait preuve le président de la République Alassane Ouattara dans l'avancement des grands chantiers économiques sur le continent africain que sont la mise en place de la monnaie unique, l'ECO, et la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Enfin, il a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa solidarité concrète dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Chers frères, il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années, ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et à l'échelle du continent. Au niveau de l'UEMOA, je peux citer pour exemple les importants progrès que nous avons faits dans la réforme de notre monnaie unique, réforme faite dans la perspective d'ailleurs de la monnaie unique de la CEDEAO, qui est un autre chantier sur lequel nous avons progressé, même si ce chantier a été un peu retardé par la Covid-19 qui a fait voler en éclats le pacte de convergence qui était en place.
Je voudrais aussi citer le dossier de la zone de libre-échange continentale africaine, dossier sur lequel j'ai eu très fortement ton soutien en tant que champion désigné par la conférence des chefs d'État pour m'occuper de ce dossier. Je remercie la Côte d'Ivoire, je te remercie pour l'accompagnement, le soutien dont j'ai bénéficié pour faire avancer ce dossier. J'ai noté également la très forte solidarité de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Sahel et les pays du bassin du lac Tchad. Pas plus tard qu'au sommet de N'Djamena, le dernier sommet du G5 Sahel, le message fort que tu as envoyé a été bien compris par l'ensemble de nos peuples de la région sahélienne et du bassin du lac Tchad. La Côte d'Ivoire a manifesté sa forte solidarité dans ce combat que nous menons pour la sécurité du Sahel et pour la sécurité du bassin du lac Tchad et pour la sécurité de la région tout court. Et nous avons apprécié le soutien financier de la Côte d'Ivoire, surtout pour le financement du contingent tchadien qui a été donc déployé dans la zone de 3 frontières. Cela n'est pas passé inaperçu. Je voudrais vraiment te remercier très fortement pour ce soutien financier qui permet de continuer l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Donc, ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. Et j'ai apprécié à chaque fois la représentation du Niger par votre Premier ministre, qui a toujours été à nos côtés. Donc, grand merci pour cette marque de solidarité. Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre décision. Et ce qui importe pour nos pays, c'est la paix. Et nous sommes très attristés de voir toutes ces attaques. Récemment à Tillabéri, à Tawa, avec plus de 100 morts en une semaine. Et évidemment, je vais vous dire que nous sommes totalement engagés à vos côtés. Et nous ferons tout ce qu'il faut, et tout ce que nous serons demandés à faire, parce que c'est un combat commun. Et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes. Et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel. Après cet au revoir à son ami et frère, le président Mahamadou Issoufou a regagné son pays. Voilà, au terme donc de cette visite d'amitié et de travail durant laquelle a été exprimée la compassion du Niger face à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président Mahamadou Issoufou a quitté la Côte d'Ivoire dans l'après-midi de ce mardi. Et le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, a donc regagné son pays qui est une fois de plus plongé dans un deuil national. Des attaques meurtrières perpétrées contre des villages et des campements de la région de Tawa ont fait 137 morts selon le dernier bilan. Un bilan qui tend à s'alourdir selon les autorités sécuritaires du pays. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de ce mardi. Et ce massacre est le 4e enregistré par le pays depuis le début de cette année 2021. C'est également la plus meurtrière commise dans le pays par des présumés djihadistes. Revenons sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Le deuil traversé par la nation suite à la disparition du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, émeut la République démocratique du Congo. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dépêché un émissaire auprès du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour transmettre sa compassion et le soutien de son peuple. Le point de l'entrevue avec Viviane Aïma. L'élan de solidarité suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est toujours vif. Le conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo, François Beya,
a été reçu ce mardi 23 mars au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message de condoléances du président Étienne Tshisekedi adressé à son homologue ivoirien. Et hors de la Côte d'Ivoire, les représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger portent le deuil. Les ambassades de Côte d'Ivoire en Inde et en Turquie ont rendu hommage au défunt Premier ministre et pour immortaliser la mémoire de l'illustre disparu, un livre de condoléances a été ouvert au sein de ces deux représentations. Jean-Marc Djadji. Ambassade de Côte d'Ivoire à New Delhi, cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Prenant la parole à cette cérémonie qui a réuni tout le personnel de la chancellerie, l'ambassadeur Eric Kami Indri a salué les qualités professionnelles et humaines de l'illustre disparu. Des qualités qui faisaient de Ahmed Bakayoko une personnalité respectée à l'extérieur du pays. Même son de cloche en Turquie. Le drapeau ivoirien est en berne à l'ambassade de Côte d'Ivoire. À l'initiative de l'ambassadeur Kadijata Touré, un livre de condoléances est ouvert. Plusieurs personnalités sacrifient à la tradition. Des mots pour traduire la compassion du corps diplomatique accrédité en Turquie à l'endroit du peuple ivoirien et de son président qui perd son chef de gouvernement. À l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, on a aussi rendu hommage au Premier ministre disparu Ahmed Bakayoko par une cérémonie de recueillement, cérémonie à laquelle ont pris part des chancelleries de plusieurs pays. L'institution diplomatique ivoirienne près de la République fédérale d'Allemagne a aussi ouvert un livre de condoléances à l'attention des communautés ivoiriennes, des organisations internationales et des missions diplomatiques accréditées dans ce pays. Une autre personnalité ivoirienne a été portée en terre, le sénateur Harouna Ndao, décédé le 14 mars dernier. Il a été inhumé au cimetière de Williamsville après la levée du corps à Ivosep. Il fut sénateur de la région du Kabadougou et rapporteur général de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales au Sénat. Pour lui dire adieu, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un grand hommage. La campagne de commercialisation de l'anacarde s'est ouverte en février dernier et avec elle le développement de la filière est pensé. Nous avions vu récemment les initiatives de transformation de la noix de cajou par les coopératives locales. Eh bien, elles auront impulsé l'essor de l'industrialisation de la filière. Une zone industrielle dédiée à la spéculation agricole verra le jour. Elle sera constituée d'unités de production situées à Bondoukou, Korogo, Boaké et Séguéla. L'opportunité de cette zone industrielle est présentée dans ce dossier Ecoplus de ce mardi de Noël Gagnon. Voilà l'image virtuelle de la zone agro-industrielle de Bondoukou dédiée à l'anacarde. Son coût de réalisation, 9 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 12 mois. Commençons par comprendre la portée d'une zone agro-industrielle. C'est un espace qui permet de réunir un certain nombre d'infrastructures pour faciliter la transformation des produits. Le plus souvent est rattaché à un ou plusieurs produits agricoles. Maintenant que nous sommes situés, quels sont les enjeux d'une zone dédiée? Et en tant que premier pays producteur, nous ne transformons que 20% de notre production. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'accroître rapidement la transformation de l'anacarde. Parce que si nous exportons l'anacarde brute, il y a moins de valeur ajoutée et nous en tirons moins profit. Donc, pour que les producteurs et l'État puissent tirer beaucoup plus de gains à l'activité de production et d'exportation de l'anacarde, il est bien de pouvoir transformer davantage sur place. Et cette transformation passe par, bien sûr, des infrastructures appropriées, dont la création d'une zone agro-industrielle dédiée à l'anacarde. On comprend donc la réaction des populations avant l'heure. Pour un devoir de reconnaissance au nom du roi des Brons et de toute la communauté du Gontougo, dire merci au chef de l'État pour ce qui vient de se passer. Nous sommes des gros producteurs et sans transformation, nos efforts sont vains. La construction de cette usine de transformation de l'anacarde va apporter une contribution importante à la question de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. Sortons des émotions, source de cette mobilisation sans pareille, pour être
les témoins privilégiés de ces gestes chargés de sens et allons à la présentation du projet par le maître d'œuvre, le conseil Coton-Anacad. La zone agro-industrielle de Bondougou, ce n'est pas une usine, mais c'est au moins 4 usines de grande capacité, avec toutes les commodités, des entrepôts de stockage et une aire de séchage sur environ 1 hectare pour de meilleures conditions de stockage des produits de la région. Capacité de transformation minimale, 60 000 tonnes par an dans cette zone jadis grande productrice. D'environ 70 000 tonnes, on était tombé à 17 000 tonnes. Et la campagne de sensibilisation a fait que c'est remonté pour l'année 2020 à 44 000 tonnes. D'où l'interpellation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, fils de la région. Ils sont nombreux les investisseurs qui sont là. Et ils sont aussi nombreux ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais quel investisseur viendrait s'installer sur cette zone, quelle que soit la beauté des aménagements qui y sont faits, s'il n'a pas l'assurance d'avoir la production de noix de cajou en quantité et en qualité? Il nous faut donc rassurer les investisseurs qu'en s'installant sur cette zone industrielle, ils s'offrent la possibilité d'avoir la meilleure qualité de cajou ivoirien en grande quantité. Premier bénéficiaire du projet, les femmes, 60% des emplois générés. Pour les emplois de cette industrie naissante, le Conseil du Coton-Anacad a pris des dispositions en amont. Cet institut-là a pour rôle de mettre à la disposition de toutes ces unités-là du personnel qualifié, des jeunes diplômés et même non, pour maîtriser au mieux le métier de la transformation. Deuxièmement, pour leur installation, au niveau de l'ingénierie industrielle, cet institut a pour vocation également pour les accompagner dans le dimensionnement, dans l'organisation, dans la maîtrise de tous les métiers de la transformation, de ces unités de transformation. Et même au niveau de la commercialisation, quand il faut s'attaquer au marché international, le centre également a pour vocation de les accompagner pour qu'ils maîtrisent au mieux le métier de la commercialisation de l'anacarde à l'international. La formation et l'encadrement des transformateurs, d'accord. Qu'en est-il de la chaîne de production? À ce niveau, le Conseil du Coton-Anacad s'est donné les moyens d'une production de qualité en quantité par les producteurs à travers diverses réalisations socio-économiques de base. Il s'agit notamment donc de la construction des ponts pour faciliter la commercialisation intérieure des produits agricoles, de la réhabilitation des vergers d'anacardiers qui consiste à réduire le nombre d'arbres sur les parcelles afin d'augmenter donc le rendement. Il s'agit aussi de l'installation de stations de pompage à énergie solaire pour apporter de l'eau potable sans que nos mamans aient à se fatiguer. Autre disposition prise pour sécuriser l'investissement, le paiement de la purge foncière. Toutes les procédures administratives, toutes les procédures coutumières qu'il fallait conduire et en moins d'1 an, nous aboutissons à ce résultat palpable. Toutes choses étant égales par ailleurs, cet ensemble d'actes aura un impact sur le développement socio-économique de la région. Tous les acteurs de la chaîne de valeur se rencontrent. Les producteurs ou les transformateurs se rapprochent de la zone de production de la matière première. Donc cela réduit les coûts et pour pouvoir gagner en compétitivité. Et on rapproche aussi pour que les industriels interagissent avec les producteurs de la matière première en termes de financement des producteurs, en termes de coaching de ces producteurs, en termes d'offres d'intrants, par exemple, pour améliorer la productivité de ceux qui travaillent, je dirais, dans les champs. Au total, il s'agit à travers cette initiative d'éviter les pièges de la filière cacao. À l'horizon 2025, notre production de noix brutes aura franchi le million de tonnes, contre aujourd'hui 800 000 tonnes. Il nous faudra donc être capable de transformer totalement au moins la moitié de ce volume pour assurer un équilibre du marché mondial de l'anacarde et assurer un revenu décent à nos parents producteurs. En plus de la zone agro-industrielle de Bondougou, 3 autres zones seront réalisées à Séguéla, Bouaké et Korogo. Notons que la zone de Séguéla sera identique à celle de Bondougou. Quant aux zones de Bouaké et Korogo, elles occuperont plus de place.
respectivement 25 et 55 hectares, avec chacune 7 unités industrielles. Voilà les bénéfices de l'industrialisation de la filière cajou en Côte d'Ivoire. C'est un dossier de Noël Gagnon à revoir sur rti.ci. Dans la région de la Bagoué, 252 jeunes Ivoiriens ont reçu du gouvernement un financement de 113 400 000 francs CFA. C'est un apport financier pour ces jeunes entrepreneurs qui s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du programme Agir pour les jeunes. Des chèques symbolisant cette aide gouvernementale ont été remis à ces jeunes par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. C'était à Boundiali, le rapport de Ami Sissoko. Le projet Agir pour les jeunes continue de faire des heureux. À Boundiali, pour sa 3e phase, 252 jeunes bénéficient de 113 400 000 francs CFA. 40 jeunes de la première vague reçoivent le chèque des mains de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Au nom de l'ensemble des jeunes de Boundiali, je voudrais rassurer Madame la Présidente de cette cérémonie et notre ministre tutelle du remboursement des montants mis à notre disposition. Faites-nous confiance pour cela. Agir pour les jeunes est un vaste programme de financement d'activités génératrices de revenus et de projets à l'endroit des jeunes, à la seule condition d'être ivoiriens et âgés de 18 à 40 ans. Ce programme piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes concerne tous les secteurs d'activité. De 2018 à ce jour, ce sont près de 2 milliards 20 544 304 francs qui ont été investis par le gouvernement de Côte d'Ivoire au profit des jeunes de la région de la Bagoué. Et cela pour un peu plus de 4 600 personnes. Il faut que les jeunes montent des projets. Ceux qui sont bénéficiaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont monté des projets. Vous montez des projets, le ministère de l'Emploi jeune est là pour vous aider. Et grâce au ministre, nous avons ici à Boundiali une agence emploi jeune. Je voudrais donc vous féliciter pour ceux qui ont fait la démarche et encourager les autres à déposer des dossiers afin que également eux puissent vivre dans de meilleures conditions. Pour la 3e phase de Agir pour les jeunes, ce sont près de 23 534 jeunes qui seront financés sur l'ensemble du territoire pour un montant total de 11 590 millions de francs CFA. Voyons à présent le point de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire à ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 267 nouveaux cas de Covid-19 sur 1882 échantillons prélevés, ce qui fait 14,2% de cas positifs. 442 nouvelles guérisons et aucun cas de décès sont également notés. Ce 23 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte ainsi 40 868 cas confirmés, dont 36 944 personnes guéries, 222 personnes décédées. Il reste encore 3 702 cas actifs. Veillons au respect des gestes barrières pour la population cible de la campagne de vaccination. Vous êtes priés également de vous rendre dans les centres prévus à cet effet. Une campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus est donc en cours dans le pays depuis le 1er mars 2021. À ce jour, plus de 20 000 personnes ont reçu leur dose de vaccin anti-Covid. Le vaccin AstraZeneca est celui qui est administré dans les 61 centres de vaccination en Côte d'Ivoire. Après la polémique en Europe sur ce vaccin, les autorités sanitaires ivoiriennes rassurent de l'efficacité de ce remède anti-Covid. On voit cela avec Salima Toudia. Plus de cas positifs ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire enregistre ses taux de positivité les plus élevés, avec 19,6% au mois de mars, largement au-dessus des 5% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son plan stratégique de riposte, la campagne de vaccination contre la Covid-19. 24 639 personnes ont été vaccinées à ce jour, avec 61 centres de vaccination ouverts à Abidjan pour l'heure. La Côte d'Ivoire a décidé de vacciner 58% de sa population
afin d'atteindre une immunité collective. COVAX a promis nous soutenir sur la phase 1 en prenant en charge les vaccins pour 20% de la population, soit 5,6 millions de personnes. Et le nouvel accord de financement avec la Banque mondiale prévoit également acquérir des vaccins pour 19% de la population, soit 5,3 millions de personnes. La phase 2 et la phase 3 seront concernées par ce financement. Des doses de vaccins AstraZeneca, Pfizer ou encore Sinovac sont attendues. Nous attendons 1 740 000 doses de vaccins AstraZeneca d'ici fin mai, plus tard. Nous attendons également 100 000 doses de vaccins Pfizer d'ici mi-juin. Je dois dire également que nous attendons de la Chine 100 000 doses de vaccins. C'est un don gratuit, 100 000 doses de vaccins, probablement dans la semaine. C'est le vaccin Sinovac. La troisième phase, concernant les personnes dont l'âge est compris entre 18 et 49 ans, sera bientôt lancée. La campagne s'étendra également à l'intérieur du pays, avec entre autres les villes de Bouaké et San Pedro. Dans l'actualité sportive ivoirienne, cette information du comité de normalisation de football ivoirien. Le championnat de Ligue 1 s'ouvre le samedi 27 mars prochain. La compétition se jouera à huis clos en raison de la pandémie de la Covid-19. Une décision prise eu égard à la situation sanitaire dans le pays et sur recommandation de la Confédération africaine de football pour la reprise du championnat national de Côte d'Ivoire, interrompu depuis mars 2020. La FIFA a par ailleurs limité le nombre de personnes autorisées à accéder au stade durant la compétition. Des mesures barrières devront être strictement observées afin de protéger les joueurs et également les encadreurs. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, le village Aremou 1 est dirigé par le chef Nanan Kwasi. Il a été installé en présence de plusieurs personnalités, dont le général Vagondo Diomandé, le nouveau chef du village, a la tâche d'être le prolongement de l'administration et aussi le devoir de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans sa localité, Issaïéo. Cet arrêté du préfet de Taabou achève le processus de désignation du nouveau chef d'Aremou 1, juste après le volet traditionnel. Nana Yao Kwasi Faustin a donc le coup de franche pour présider aux destinées de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Taabou. Un vide comblé depuis un moment à la grande joie des populations. Le chef de village est le premier maillon de la bonne gouvernance pourvu d'une grande responsabilité collective et individuelle. Voilà pourquoi cadres et population, les jeunes surtout, d'Aremou 1, ils méritent votre caution, votre respect pour bénéficier de sa bénédiction. Le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa salue la nomination du nouveau chef. Il exhorte à la paix et à l'union autour de lui. Aremou 1 qui aspire au développement ne peut pas arriver à son objectif sans que la tête, qu'est le chef, ne soit installée. Voilà chose faite aujourd'hui et je voudrais vraiment vous dire merci pour le choix qui est porté donc sur le Nanan. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, le président de la République, Alassane Ouattara, aspire à la mise en place d'institutions fortes. Cela passe, selon elle, par une bonne organisation de la chefferie traditionnelle. Le problème de cohésion est un problème que tous les villages connaissent. Et je sais que vous aurez la lumière reçue par le Seigneur, par l'Esprit Saint, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous aide à remplir votre charge selon les directives de notre Dieu. Le chef du village, qui est le dernier maillon de notre administration, n'est pas moins le premier socle sur lequel repose la cohésion et l'harmonie dans nos communautés villageoises et partant dans le pays tout entier. L'un de ses devoirs est de veiller à la préservation de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. C'est donc convaincu de cette place cruciale des chefs dans l'équilibre social
que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, descendant de chefs, a posé plusieurs actes forts tendant à consolider leur assise institutionnelle. Les ministres Vagondo Dioumandé et Raymond Goudou Kofi, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama, cadre de la région de l'Anibi-Tiassa, ont exhorté la chefferie traditionnelle à œuvrer pour la paix et la cohésion dans le village. L'information hors de chez nous au Congo, Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Selon les résultats provisoires de la présidentielle de dimanche dernier, il remporte le scrutin avec 88,57% des voix. La participation s'est établie à 67,55%. L'opposant, Mathias Dzon, qui lui remporte 1,90% des voix, a dès lors annoncé son intention de déposer un recours pour demander l'annulation du premier tour qu'il qualifie de calamiteux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Excellente fin de soirée sur RTI 1.